Si tu n'as jamais consulté diététicien, nutritionniste, c'est sans doute que tu n'es pas encore assez désespéré. C'est le constat alarmant que je fais. Les gens qui prennent des rendez-vous avec moi sont vraiment des gens qui ont testé plein de choses, plein de régimes, plein de pilules, des choses parfois exotiques et parfois aussi très coûteuses. Or, dans la vie en général et dans la nutrition en particulier, le bon sens c'est hyper important et dans cette vidéo je te révèle les plus grosses erreurs que je vois, les 10 plus grosses erreurs et je suis quasiment sûre que tu en fais au moins une voire deux. C'est parti. Bonjour à tous, je m'appelle Shannon, je suis coach sportif et nutritionniste et dans cette vidéo, je te parle des 10 plus grosses erreurs que font la plupart des gens, dont certains sont déjà quand même assez calés en nutrition. On commence tout de suite. La première erreur que je vois fréquemment, ce sont des gens qui se fient à des études ou à des études scientifiques. Alors il y a énormément de youtubeurs et d'influenceurs qui font leur beurre là-dessus, qui prennent le résultat d'une étude et qui vont ensuite essayer de le corroborer, de faire une vidéo autour de ça pour te dire il faut faire comme ça. Mais la plupart du temps, moi je trouve ça pas très sérieux parce que déjà on prend que le résultat de l'étude et les résultats de l'étude, c'est une toute petite partie de l'étude. Par exemple, on m'a envoyé il y a quelques temps une étude qui disait que les gens tatoués avaient un meilleur système immunitaire. Tu t'intéresses un peu à l'étude, tu vois qu'elle a été mal menée. Une étude, n'importe qui peut en faire une, je peux en faire une, tu peux en faire une, tu décides de documenter quelque chose de manière plus ou moins scientifique, et d'ailleurs quand on parle d'études scientifiques, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il y a eu un scientifique dans le groupe de travail? Qui est ce scientifique? Est-ce que c'est quelqu'un qui a un BTS, une licence, master, doctorat? Qu'est-ce que ça veut dire vraiment une étude scientifique? Déjà on voit qu'il y a un petit brouillard autour de ça. Dans les études scientifiques qui sont sorties, il y en a qui ont été décriées par la suite, mais plusieurs dizaines d'années après. Par exemple, dans les années 70-80, on a sorti le résultat d'une étude qui disait « les œufs font augmenter le cholestérol ». On s'est assez peu intéressé à toute l'étude, mais seulement au résultat. Et aujourd'hui, on voit que l'étude a été mal menée et que du coup, elle est tout simplement fausse. Je vais te donner un exemple qui peut paraître aberrant, mais parfois quand tu t'intéresses un petit peu aux études, tu t'aperçois qu'on est presque dans quelque chose d'aussi fou. Mettons, je décide de mener une étude sur la consommation de riz dans le cadre des maladies cardiovasculaires. Je décide d'aller au Japon, de prendre un groupe de 10 personnes, de 10 hommes de 50 ans qui mangent du riz tous les jours, et je constate qu'ils ont moins de maladies cardiovasculaires. Le résultat de l'étude sera consommer du riz tous les jours fait diminuer le risque cardiovasculaire. Tu comprends bien que je ne peux pas juste prendre le résultat de cette étude et le diffuser de manière mondiale sur une population caucasienne, américaine, africaine, et demain je vais peut-être avoir un gosse indien de 14 ans qui va se dire si je mange du riz tous les jours, je vais avoir moins de maladies cardiovasculaires plus tard. Tu vois bien qu'on a tellement tiré tout ça par les cheveux qu'au final ça ne fonctionne pas. Les études doivent être rigoureuses, doivent être scientifiques et doivent avoir été menées sur une cohorte de population qui est représentative de la population sur laquelle on veut au final venir mettre les résultats de cette étude. Donc rassure-toi, si tu t'es déjà fait avoir par une étude scientifique en te disant celle-là c'est la poule aux œufs d'or, il y a la solution dans cette étude, c'est normal. Si tu n'as pas une culture scientifique, si tu n'as pas fait des études scientifiques, tu ne peux pas être critique là-dessus. En tout cas, voilà, la conclusion de ce premier point, c'est ce n'est pas parce qu'il y a un résultat d'étude qui te plaît que tu peux nécessairement l'extrapoler. Deuxième erreur, beaucoup plus mignonnette, beaucoup moins grave, les gens qui disent voilà, j'ai décidé de faire attention à mon alimentation, de manger de meilleure qualité, je me suis mise au bio et pourtant je ne maigris pas. C'est normal, le bio est ce qu'il est, c'est-à-dire une agriculture sans pesticides, dans laquelle on retrouve parfois des résidus de pesticides, mais ça c'est un autre sujet. La qualité, enfin la constitution nutritionnelle en macronutriments, donc protéines, lipides, glucides et en micronutriments est quasiment égale, c'est vraiment homéopathique ce qui change et c'est surtout sur les micronutriments, mais un steak normal aura autant de protéines qu'un steak bio par exemple. L'enjeu du bio est de réussir à se développer. Le bio est un commerce comme un autre, est une industrie comme une autre et va chercher toujours à gagner des parts de marché. Pour ce faire, on le sait que l'enjeu c'est le prix. Le bio est plus cher, donc le bio essaye de tirer ses prix vers le bas. Et malheureusement, dans tout ce qui est un peu préparé, les galettes végétales, les plats préparés, etc., pour réussir à tirer les prix vers le bas, on va faire quoi? On va mettre plus de graisse, on va mettre plus de sucre, on va mettre plus d'amidon, tous ces ingrédients qui ne coûtent pas cher. Donc parfois, sur certains produits, on voit même que les qualités nutritionnelles du bio sont inférieures aux qualités nutritionnelles du standard. En outre, le fait d'afficher le logo bio ne veut pas du tout dire qu'il n'y a pas d'additifs, qu'il n'y a pas d'ingrédients potentiellement cancérigènes, cancérogènes. Ça, c'est absolument faux. Le bio est certes bien meilleur pour la planète et certes un peu meilleur sur la santé à très long terme, mais le bio ne fait pas maigrir.
Troisième erreur, et celle-là, elle me fait particulièrement mal parce qu'elle vient toucher les gens qui sont les plus débutants en nutrition. Le gouvernement français a décidé de mettre en place un Nutri-Score pour indiquer aux gens les bons aliments, des moins bons aliments. On attribue une note qui va de A à F. Sauf que le Nutri-Score, c'est un truc qui est éclaté au sol. Comment peux-tu penser que ça, qui est tout noté en A, en B, donc des très 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 bonnes notes, puisse être une alimentation équilibrée, alors qu'à côté, ces produits sont complètement diabolisés par le Nutri-Score. Ces produits que tu vois là, c'est des produits que personnellement je consomme quasiment tous les jours et que je conseille aussi dans mes diètes. Donc moi, ça m'embête quand on explique à des gens, ou du moins qu'on leur montre visuellement d'un coup d'œil, que manger quasiment exclusivement de ça va te permettre de maigrir et d'être en bonne santé. C'est une aberration monumentale. Si tu veux comprendre, si tu veux connaître la base de la nutrition, il faut absolument que tu ailles voir ma vidéo sur les macronutriments. Je te mettrai les liens en description, je te mettrai aussi le lien dans la petite miniature en toute fin de vidéo. Si tu veux aller un peu plus loin, va aussi voir mes 3 vidéos sur les micronutriments. C'est hyper intéressant. Vraiment, si je devais faire un speech de 30 minutes, faire une conférence de 30 minutes sur la nutrition, je te parlerai pendant 10 minutes de macronutriments, pendant un quart d'heure de micronutriments et pendant 5 minutes de calories. Avec ces 3 éléments-là, tu as déjà une immense compréhension de la nutrition. Il en faut pas plus, pas moins pour déjà savoir faire une alimentation équilibrée. Quatrième grosse erreur, c'est faire 3 repas par jour si ton corps ne le réclame pas. Il faut savoir que cette distribution de petit déjeuner, déjeuner, dîner est arrivée assez récemment pendant l'ère industrielle, tout simplement parce qu'il y avait des horaires de travail et on estimait que les gens étaient moins productifs après 4-5 heures de travail, donc il fallait leur donner une pause. Et quitte à justifier la pause, et on a dit on va faire une pause repas, parce que peut-être qu'à l'époque la pause clope était pas aussi bien admise dans les entreprises. Une chose est sûre, c'est que cette distribution de repas est une conception totalement moderne. Cro-Magnon ne mangeait pas 3 repas par jour. Cro-Magnon allait chasser un mammouth, la viande de mammouth ne se conservant pas, il mangeait comme un sagouin pendant 1 jour, 2 jours, le temps que la viande était encore consommable, et il attendait un certain temps jusqu'au prochain mammouth. Et ça a été comme ça pendant très très longtemps. Au Moyen-Âge, il y avait des famines, à la Renaissance, il y avait des famines, en 1900 encore, c'est vraiment en arrivant au 21e siècle qu'on a eu cette opulence et qu'on a décidé que pour mêler le travail et l'efficacité des collaborateurs, des ouvriers plus anciennement, il fallait tout simplement avoir ces prises alimentaires et cette organisation de la journée de travail. Mais ce n'est pas du tout à faire absolument. Si tu n'as pas faim le matin, tu ne petit déjeunes pas, tu prévois une collation, par exemple une pomme et une dizaine d'amandes ou un yaourt, enfin voilà, tu prévois quelque chose d'assez sain quand même, mais ne t'oblige pas à petit déjeuner si tu n'en as pas envie et ne t'oblige pas à faire un vrai repas le soir. Il y a par exemple les Espagnols qui le soir, enfin plutôt on va dire en after work sur les coups de environ 19h, vont manger quelques tapas et vont aller au lit comme ça. C'est vraiment, si tu regardes, si tu vas voyager, tu vois que la prise des repas est aussi assez culturelle, donc ne te force pas à manger. Ton corps te donne des indications. Quand tu as sommeil, tu vas te coucher. Quand tu as envie de faire pipi, tu vas faire pipi. Quand tu as faim, tu manges. C'est aussi simple que ça. 5e erreur, on est déjà arrivé à la moitié, ça va être de consommer trop d'oléagineux. Donc dans les années 70, il y a eu une étude scientifique qui nous a dit que consommer des graisses était mauvais pour la santé. Depuis, on a fait la distinction entre les mauvaises graisses, les acides gras saturés, et les acides gras mono-insaturés et essentiels, et on sait que dans l'avocat et dans les oléagineux, donc toutes les noix, noix de cajou, amandes, tous les fruits secs, on trouve beaucoup de très bonnes graisses qui participent au bon fonctionnement de ton corps. Sauf que, évidemment, comme on fait jamais rien dans la demi-mesure, il y a quand même des influenceurs, des fit influenceurs qui montrent une consommation très importante d'oléagineux. Et moi je vois de plus en plus des gens, des actifs qui au bureau viennent avec leur petit sachet d'amandes ou de mélange de noix de cajou, etc., etc. Mais très souvent c'est des sachets qui font 100-150 grammes voire plus. Or 150 grammes de noix de cajou c'est 550 calories. C'est l'équivalent, on va dire, d'un petit repas. Noix de macadamia c'est plus de 700 kilocalories au 100 grammes. C'est autant que de l'huile pure. Donc quand tu grignotes ça, t'as l'impression de faire quelque chose de sain. Et c'est vrai que si tu en avais mangé 20 grammes, 30 grammes par jour, la consommation était raisonnable, mais la plupart des gens font une consommation déraisonnable, donc ne comprennent pas pourquoi en mangeant plus sain, ils prennent du poids. C'est tout simplement parce que chaque aliment a sa densité calorique. Donc si tu mets quelques noix sur ta salade, ça fonctionne, mais si tu en manges un sachet entier, eh ben c'est pas bon du tout. 6e erreur, ça va être tout simplement de supprimer un aliment. Donc il y a le cas, on va dire, assez extrême et assez zinzin, je trouve. Par exemple, une femme qui est venue me dire voilà, j'ai essayé de maigrir, j'adore le chocolat, j'ai décidé pour maigrir de supprimer le chocolat de mon alimentation. Et ça va me faire maigrir. Et c'est le seul levier qu'elle a utilisé.
10 grammes de chocolat, c'est 50 kilocalories sur cette femme qui devait en consommer 1800 par jour. 50 vs 1800. Tu te rends compte à quel point cette prise alimentaire, en termes de ration calorique, est ridicule par rapport à l'ensemble. Donc au lieu de bosser sur un truc aussi petit qui va n'avoir aucun résultat, mieux vaut bosser sur le reste. Donc se priver de son aliment préféré, c'est pas une bonne idée si tu le consommes de manière raisonnable, tu peux le consommer de manière quotidienne sans aucun souci. On peut aller plus loin avec les régimes végétariens, voire véganes, moi personnellement que je n'apprécie pas, du moins je ne suis pas les gens sur ces régimes-là, parce qu'il faut vraiment avoir une maîtrise et surtout une culture qui est à part entière, il faut vraiment réorganiser tous ses repas, toute sa vie autour du végétal, savoir faire les bonnes associations et faire très très attention, les populations véganes sont énormément plus carencées que les populations qui ont un régime omnivore et en règle générale, n'importe quel régime où tu viens supprimer un aliment est mauvais. Tous les régimes à la mode, le régime smoothie, le régime crudivore, tous ces régimes un peu fous où on vient supprimer énormément d'aliments, pour moi ne sont pas pertinents parce que ce qui est important dans l'alimentation, comme je disais précédemment, ça va être le total calorique, la répartition en macronutriments et aussi l'apport en micronutriments pour avoir un système qui fonctionne bien au global. Donc supprimer un aliment, pour moi, c'est à bannir. Septième erreur, ça va être un peu le marketing du sain, ça va être manger des salades, manger des soupes et se dire que ça va nous permettre d'être en extrêmement bonne santé. Je vois beaucoup, surtout de femmes actives qui ne mangent pas assez de protéines. Je vois, quand je me promène, voilà, entre deux cours, aux terrasses des cafés, beaucoup de femmes qui mangent des salades avec, une fois ça avait été super criant, il y avait un mec d'un côté qui mangeait un filet de poulet avec des légumes et une femme qui mangeait une salade avec une mozzarella dessus. La mozzarella de cette salade, elle contient environ 260 calories au 100 grammes, alors que le filet de poulet à côté de son copain ou son mari ou son frère, je ne sais pas, fait 121 calories, enfin 121, environ 120 calories au 100 grammes. Ça veut dire que déjà cette mozzarella, elle est beaucoup plus calorique, mais cette personne a mangé sa salade, sa mozzarella, va sans doute avoir très très faim dans quelques heures, et elle aura mangé autant de calories que son mec à côté, qui lui sera beaucoup plus rassasié, qui aura eu ses protéines, donc il va éviter la fonte musculaire, garder une structure corporelle beaucoup plus saine, et qui va être rassasié beaucoup plus longtemps, donc il va pas se jeter sur un goûter ou se jeter sur le repas du soir. Donc faites attention un peu à tout le marketing fit, un peu tous ces magnifiques Buddha Bowls qui parfois ne sont pas si sains qu'ils n'y paraissent. Si c'est constitué principalement de salade, ça va pas te tenir au corps. Si c'est constitué principalement de riz, ça va être très riche en glucides. Donc c'est bête à dire, mais la constitution du repas avec une portion de viande, poisson, œuf et à côté des légumes, voire un peu de glucides, elle fonctionne très bien et c'est vraiment un idéal qui te permet d'être sûr d'avoir un repas de bonne qualité. Les soupes, c'est pareil, l'été on va manger des salades, l'hiver on va manger des soupes. L'avantage de la soupe, c'est que sur le moment on se sent très 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 rassasié, mais souvent ça manque cruellement de protéines. Par exemple, si tu aimes l'hiver manger des soupes de courge ou des choses comme ça, ajoute dedans une boîte de thon, et là tu vas avoir un apport suffisant en protéines, mais évite de manger trop de verdure et jamais rien qui t'assure une bonne satiété. Huitième erreur, une très grosse erreur, je ne sais pas comment il faut le dire, mais mesdames, messieurs, arrêtez de faire des régimes restrictifs et de courte durée. Les régimes où tu vas manger 900 kilocalories alors que tu en as besoin du double sont catastrophiques. Ils vont te faire perdre beaucoup de muscles, un peu de flotte, et surtout, dès lors que tu les arrêtes, tu vas reprendre encore plus de graisse, tu ne vas pas reprendre ta masse musculaire aussi facilement, donc à force de faire ces régimes, tu perds du muscle, tu reprends du gras, tu perds du muscle, tu reprends du gras, à la fin, ton corps va devenir fat. Plus tu vas faire de régimes, plus tu vas avoir de la graisse dans ton corps, c'est scientifique, tout le monde le sait depuis des décennies, donc on arrête vraiment ces régimes. D'autant que, si aujourd'hui tu es insatisfait de ton poids, c'est sans doute que tu as des mauvaises habitudes alimentaires. Donc ce n'est pas en faisant un régime pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois que tu vas changer ça. Parce qu'une fois que ton régime sera fini, tu vas reprendre tes habitudes et donc reprendre ton poids de départ et un peu plus. Le mieux, la solution, ça serait de modifier tes habitudes, ou du moins de modifier une habitude. L'erreur que font beaucoup de gens, à part partir dans des régimes extrêmes débiles qui vont pourrir ton corps, ton système hormonal, ça va être de vouloir faire la révolution dans son alimentation. On ne fait pas ça. Quand on se met au régime, moi j'appellerais plutôt ça un régime, un rééquilibrage alimentaire, on change une habitude par une. Par exemple, j'ai suivi beaucoup de personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire. Une personne qui me dit: tous les soirs, je mange une demi-boîte de cookies sur mon canapé. Je dis: ok, il y a combien de cookies dans ta demi-boîte? Il y en a 6. Je lui dis: ok, à partir de la semaine prochaine, au lieu de prendre ton paquet de cookies, tu vas te les mettre dans une assiette, t'en mets 5. Tu ranges le paquet dans un placard, tu manges tes 5 cookies. Et si tu y arrives la semaine d'après, t'en manges 4. Et si tu y arrives la semaine d'après, t'en manges 3. Et quand tu as atteint un seuil, quelque chose où vraiment tu peux pas aller en dessous, tu t'arrêtes. Et ben la personne ne mange plus que 3 cookies le soir. Après ça, on s'est attaqué à son petit-déj. Bon, petit-déj horrible, pain, beurre, confiture, mais elle me disait que pour l'instant, elle n'était pas psychologiquement prête à faire un bon petit-déj. Pareil, on a essayé de venir tirer sur les leviers de la quantité de ce qu'elle mangeait en termes de pain, beurre, confiture. Et rien qu'avec ces améliorations, elle a réussi en fait à ne pas craquer, à ne pas reprendre son alimentation d'avant malgré ses troubles du comportement alimentaire. Elle m'a dit: il y a des soirs, j'ai craqué, j'ai mangé mes 6 cookies. Pour ce cas-là, les craquages avaient lieu plutôt le soir.
soir, mais il vaut mieux avoir une perte de poids qui fait ça sur plusieurs mois, plusieurs années, plutôt qu'avoir un poids qui fait ça avec un corps qui se disloque, une biologie qui se met complètement en branle et qui va au final t'attirer plus de problèmes. Faites les choses doucement, on surestime ce qu'on peut faire en un mois, on sous-estime ce qu'on peut faire en une année. 9e très mauvaise habitude, et vous allez peut-être trouver ça fou pour un coach sportif de dire ça, mais c'est la vérité, on ne se met pas au sport pendant un régime. J'ai des gens qui viennent me voir, qui veulent le package complet, qui veulent un régime restrictif, plus se mettre au sport et passer de 0 à 3 séances par semaine, et en plus les gens ils veulent pas des petites séances, ils veulent des séances avec la puissance du crossfit, ils veulent vraiment des séances où ils disent à la fin je n'en peux plus. La vérité c'est que quand tu vas te mettre au sport, ta première séance va te courbaturer peut-être pour la semaine restante. Donc partir sur le principe que tu vas partir de 0 à 3 séances intensives, déjà ça marche pas, dès la première semaine tu vas être claqué. Il faut y aller progressivement dans le sport et dans l'alimentation. Et les gens qui me demandent de leur faire un régime avec moins 30% de calories et en plus qui veulent claquer 1500 calories semaine dans des séances de sport, là tu viens faire des modifications beaucoup trop brutales, ton corps ne va pas suivre. Donc moi j'accepte les gens qui font déjà un peu de sport, qui veulent en faire un peu plus et qui vont diminuer leur apport calorique, on va dire de 10%. Quelqu'un qui a besoin de 1700 calories par jour, qui va me demander de lui diminuer de 10%, donc 170 calories, l'équivalent d'une danette d'un liégeois, et qui va me dire je faisais une séance de sport par semaine, je passe à 2, ok c'est raisonnable, tu vas pas te faire de mal en faisant ça. Mais c'est ce que je disais précédemment, on ne fait pas la révolution ni dans son alimentation, ni dans son sport, ni dans rien. Le corps est une machine qui va à son rythme, et si tu ne respectes pas son rythme, tu vas face à des problèmes. Et vraiment, je me permets d'insister sur cette partie-là parce que toutes les erreurs que je te décris, c'est des erreurs que j'ai faites. J'ai perdu du temps, j'ai perdu ma santé à essayer de trouver des formules magiques pour perdre du poids. Moi, si tu le sais pas, je suis issue d'une famille d'obèses. Toute ma famille maternelle est obèse, toute ma famille paternelle est obèse. J'ai une tendance à grossir, à prendre du poids très facilement. Quand j'ai eu 17 ans, que j'ai été réglée, j'ai pris énormément de poids en très peu de temps, en un an. Et du coup, j'ai voulu perdre ce poids le plus rapidement possible. Donc j'ai fait n'importe quoi. J'ai pris toutes les pilules, les compléments alimentaires, j'ai essayé la cryolipolyse, tous les régimes à la mode, j'ai pourri mon corps et ma santé, j'ai fini avec des troubles du comportement alimentaire, ça a été catastrophique. Et aujourd'hui, 15 ans plus tard, ma conclusion sur moi et sur tous mes clients, c'est qu'il faut faire peu, mais il faut faire bien et se laisser le temps. Je te jure, mais t'as toute la vérité qui tient dans cette phrase. Ce qui me permet donc d'aborder le dernier point, les compléments alimentaires. Les compléments alimentaires ne sont pas 100% inutiles, mais sont extrêmement inefficaces. Une petite gélule comme ça, c'est 0,5 g. Donc, imagine quelle puissance peut avoir une aussi petite quantité de nourriture ou d'actifs sur ton corps à toi. C'est absolument ridicule. De plus, ces compléments alimentaires qui te font maigrir, il y en a deux grandes sortes. Il y a les capteurs de graisse et il y a ceux qui vont contenir des excitants comme la théine, comme la caféine. Les excitants, j'ai envie de te dire pourquoi tu prends une gélule. Prends un café de plus, tu auras plus de caféine et ça te coûtera 100 fois moins cher que ta gélule. Si tu es déjà à 4 cafés par jour, faut s'arrêter là, tu es déjà au max de ce que ton corps peut tolérer. Quant aux capteurs de graisse, on a le son d'avoine qui capte la graisse pour 3 € du kilo, là où tes petites gélules sont vendues parfois plusieurs centaines d'euros du kilo. C'est extrêmement cher pour le peu d'actifs qu'il y a dedans. Il y a quelques tout petits contre-exemples. Par exemple, pour les gens qui cherchent une alimentation anti-inflammatoire, souvent on vient se supplémenter en curcumine, qui est l'élément actif du curcuma. Et c'est vrai qu'il y a certaines gélules, très peu, qui ont des concentrations en curcumine énormes, et clairement, si tu voulais dans ton alimentation en avoir autant, il faudrait manger un poulet curry 4 fois par semaine, c'est peut-être pas possible dans tes habitudes. Donc il y a très peu de contre-exemples, mais les compléments alimentaires ne sont pas du tout une solution à la perte de poids. Si tu te dis je veux perdre du poids, je ne change rien, mais je prends 3 gélules par jour, je te l'annonce, il ne se passera absolument rien. Avant de quitter cette vidéo, je veux absolument savoir si elle t'a aidé, si elle t'a appris quelque chose, si elle t'a permis de mieux comprendre la nutrition de manière générale. Tu peux me le dire soit en mettant un like, soit en mettant un commentaire. Je réponds à tous les commentaires. Tu peux aussi t'abonner pour voir d'autres vidéos sur le sport, la santé, la nutrition. J'espère vraiment que tu as trouvé des infos, des bonnes infos. Et je te dis à très bientôt dans des prochaines vidéos. Bye bye!